Bienvenue dans mon humble demeure. Ne te gêne pas, jette un coup d'œil. Lara Croft, 20 ans de règne. Rarement un personnage n'aura à ce point transcendé son œuvre d'origine. Le statut d'icône de Lara Croft n'est plus approuvé, et à l'heure où je vous parle, Tomb Raider a soufflé sa 20e bougie. L'occasion idéale d'évoquer l'influence majeure que la célèbre archéologue a pu avoir. Petit rappel rapide, la saga comporte un total de 11 jeux sortis entre 1996 et 2016, tout d'abord édité par Eidos, puis Square Enix, et développé par Core Design, puis Crystal Dynamics, sans compter les spin-offs ou encore les jeux mobiles. Mais attention, je vous préviens, dans cette vidéo, il sera question de Lara Croft et pas vraiment de Tomb Raider. Ne vous attendez donc pas à une review vantant les prouesses techniques de la Dreamcast par rapport à ses concurrentes. It's not going to happen. Ne perdons pas plus de temps et entrons directement dans le vif du sujet. Naissance d'une icône. C'est l'une des histoires les plus connues. Avant de s'appeler Lara Croft, notre aventurière portait le doux nom de Laura Cruz. Bon, ça c'est l'anecdote mignonne pour faire genre vous y connaissez un peu, c'est level Mario dans Donkey Kong quoi. Bon, si vous voulez vraiment pécho, va falloir remonter un peu plus loin, en 1995 plus précisément. Core Design, petite société basée à Derby en Angleterre, fort du succès de ses précédentes créations, bûche sur son prochain jeu d'action aventure réflexion. Leur objectif, en faire un titre jouissant d'une grande liberté de mouvement à la troisième personne, avec un personnage que l'on verrait donc constamment à l'écran. Le tout basé en Égypte, sur proposition de l'amoureux des pyramides de l'équipe, Toby Gard, futur papa de Qui vous savez. Le protagoniste masculin répondait au doux nom de Fletcher Christian, oui comme le révolté du Bounty quoi. Mais il ressemblait bien trop à Indiana Jones. C'est alors que Gard propose une femme, constatant le succès des personnages féminins dans les jeux de baston. Il estime d'ailleurs que l'on va avoir envie de la protéger en tant que joueur mâle, car elle est différente de toi. Le héros du jeu se doit d'être à la fois fort, agile, d'une sympathie sans limite, et capable de capter l'attention. C'est décidé, l'aventurier devient une aventurière. C'est ainsi que naquit la mercenaire et archéologue d'Amérique du Sud Laura Cruz, rapidement devenue Lara Cruz, les Américains étant incapables de prononcer Laura correctement, avant de faire un virage à 180 degrés dans un élan de chauvinisme. L'aventurière devient britannique et change de patronyme pour Croft, trouvé dans un annuaire. Il se disait d'ailleurs à l'époque que si ton héros ne venait pas des États-Unis, ton jeu ne se vendrait pas là-bas. Core s'est dit que quitte à renverser les codes et à prendre une femme, autant y aller à fond. Le look de celle que l'on nomme désormais Lara Croft a été mûrement réfléchi par Toby Gard, dont les principales inspirations étaient Tangirl et Nene Cherry. Il a choisi d'exagérer ses caractéristiques féminines, et lui attribue des cheveux longs attachés en une tresse, l'une des seules coiffures possibles quand on n'a que 250 polygones à disposition. Le reste de sa tenue coule de source, elle a fublé d'un body pour lui donner un côté athlétique en lieu et place d'un pantalon baggy et d'un top découpé envisagé en premier temps. Pendant toute une période, Lara était censée porter une tenue plus militaire. Mais selon Toby, son look faisait un peu trop nazi. Le sac à dos est le compagnon indispensable de tout bon aventurier, tout comme les bottes et les holsters. Aux yeux de Jeremy E. Smith, le fondateur de Core Design, si son héroïne et le storytelling du jeu sont de sacrés arguments, c'est bien la technologie, la véritable star de Tomb Raider. C'est elle qui a fait le personnage et pas l'inverse. Dans tous les cas, Lara Croft a évidemment bouleversé la vie de tous ceux qui l'ont côtoyée, à l'instar du compositeur des musiques des 3 premiers jeux, Nathan McCree. It's been quite a big impact on my career. You know, every job opportunity that I've tried to get, having Tomb Raider on my CV has really like opened the door. Hasn't always got me the job, but it's certainly got me the interview. But also, I think just having the fans constantly email me and tell me, you know, how much they love the music, has just been overwhelming. And that's been happening for 20 years. It's just been fantastic. De mémoire, hein, ça remonte à quelques mois. Il y a eu des essais et on était plusieurs comédiennes. J'ai passé des essais
et j'ai été choisie. On a dû me montrer l'image de Lara Croft. On m'a fait écouter deux, trois choses en anglais et on m'a vraiment parlé du personnage. Et après, on réfléchit pas, on y va. Et c'est une héroïne, donc c'est hyper plaisant à faire. La plupart du temps, c'est des hommes. Là, c'est une femme, ça fait du bien. Avec une puissance incroyable, très jolie, c'était très agréable à faire. Tout le monde a été surpris de l'impact. Ce personnage-là est tombé au bon moment. Il manquait un personnage comme ça. C'est toujours une histoire de configuration. Lara Croft, pour moi, c'est de la sympathie. C'est un sourire. Il y a beaucoup de gens que je croise, il y a beaucoup de gens que j'ai vus, qui ont voulu me parler, qui ont voulu rentrer en contact avec moi par rapport à Lara Croft. Après, j'ai été très très étonnée de voir l'impact de la voix et du personnage évidemment, mais de la voix. C'est grâce en fait à Lara Croft qu'aujourd'hui je double Angelina Jolie, parce que j'ai continué de la doubler. Donc oui, bien sûr. Merci à Lara. Reine du marketing. Entre Lara et le public, le coup de cœur a été immédiat. C'est évidemment à Londres et plus précisément à l'ECTS que le coup de foudre eut lieu. L'engouement était fou alors que le jeu n'était évidemment pas encore terminé. Alors que Core Design était à fond sur le développement, chez Eidos, on ne parlait que de Lara. L'éditeur s'occupait ainsi de toutes les problématiques liées au fait d'avoir un blockbuster à gérer, très bien conscient de l'or qu'ils avaient entre les mains. Et le marketing, ça les connaît. Les journalistes sont même invités en Égypte pour y découvrir le jeu. On retrouve l'aventurière partout, dans la presse, à la radio, à la télévision, dans le métro, dans la rue et même au cinéma, où la publicité du jeu sera diffusée avant Star Trek First Contact. D'ailleurs, pour rester dans le thème, la jaquette du jeu s'est donc vue affublée d'un starring Lara Croft, comme une affiche de film. En 96, Tomb Raider a obtenu plus d'articles de presse que tous les autres jeux vidéo sortis à la même période. Il faut dire que le jeu est sorti dans un contexte parfait pour faire atteindre le rang de star à son héroïne. Le monde est en plein girl power, on est dans une période faste où Buffy Xena crève l'écran et où n'importe quel pelé peut citer le nom des 5 Spice Girls sans sourciller. Mel B, Mel C, Emma, Jerry, Victoria. Tomb Raider a aussi amené plus de filles à s'intéresser aux jeux vidéo selon Nathan McCree. Pour Suzy Hamilton, l'attachée de presse, ce succès auprès du public féminin s'explique grâce à la combinaison ultime entre son physique et son insolence. Tout le monde voulait être Lara Croft. Rendez-vous compte, les journaux de l'époque recensaient plus de 35 000 références de Tomb Raider sur internet. Contre 12 millions aujourd'hui. 1997, Lara est sur toutes les lèvres à tel point qu'elle est accusée d'avoir causé le report du dernier album de Prodigy. Pire encore, elle fait la une en Angleterre du numéro de mai de Time Sport, où le joueur de Manchester David James justifie ses mauvaises performances récentes par ses nuits passées avec Lady Croft. Pendant ce temps-là, YouTube passe carrément à l'étape supérieure et contacte Core Design afin de diffuser des séquences exclusives de Lara sur scène pour la tournée Pop Mart qui a pour thème la pop culture. Et ça s'arrête pas là puisque Bono et ses copains, désireux d'avoir l'aventurière à leur côté dans le bus, se sont fait prêter des PlayStation. Lara est sur toutes les couvertures de magazines, comme le numéro de juin 1997 de The Face, Time Digital ou encore celui de juillet de Libération en France. Jamais un personnage de synthèse n'avait investi si durablement les paysages réels du monde concret comme Lara Croft est en train de l'accomplir. Jamais une pure invention, une personnalité immatérielle n'avait été à ce point prise au sérieux par une multitude d'acteurs économiques, culturels, artistiques, ni suscité tant de curiosité et d'excitation parmi les milieux de la pub, des affaires et des médias. Depuis les colonnes du Wall Street Journal jusqu'aux cours de récréation, tout le monde s'accorde à reconnaître en Lara Croft une parfaite icône de notre fin de siècle. On assiste à une déferlante de merchandising entre les souris, les pochettes CD et autres repose-poignets. Toutes les marques voulaient faire de Lara leur figure de proue, et on les comprend. Dans des domaines aussi variés que le sportswear, les boissons, la mode, les cosmétiques et même les crèmes dessert en France. 2 partenariats importants sont signés pour le meilleur et pour le pire. Un avec l'éditeur de comics Topco pour un crossover avec Witchblade et un avec le fabricant de jouets Toy Biz qui commercialisera la première figurine estampillée Lara Croft dans la collection Video Game Superstars aux côtés de Mario et de Link. Et elle est dégueulasse. Eidos a quand même conscience qu'elle doit protéger sa créature et fait face aux demandes les plus farfelues. Un exploitant de tulipes néerlandais a par exemple demandé à nommer une de ses variétés Lara, ce qui a été accepté, contrairement à la demande d'un type qui voulait nommer son cheval de course Lara Croft, et Eidos a refusé de peur qu'il se gaufre au premier obstacle. Ce qui aurait fait tâche. La société allemande SZM a même créé un modèle 3D de Lara pour qu'elle puisse intervenir sur les plateaux télé et répondre aux interviews en direct. Ce procédé sera utilisé pour la participation au clip Männer sind Schweine de Die Ärzte ou encore lors d'interviews pour l'ECDS de 1998, où sa voix officielle Judith Gibbons répondait en coulisses. Ouais, digne d'un épisode de Black Mirror un peu.
Lara est encore une fois la star de l'ECTS et de l'E3 et promis, le public ne s'est pas déplacé uniquement pour les beaux yeux de Rhona Mitra. Car Tomb Raider 2 rafle pas moins de 8 récompenses au salon britannique, dont meilleur jeu PC, éditeur de l'année, développeur de l'année et marketing de l'année. Tomb Raider 2 était l'un des jeux les plus attendus et il était d'ailleurs à sa sortie le jeu le plus vendu lors de sa première journée de commercialisation. De plus, Lara est devenue entre-temps la mascotte de PlayStation aux côtés de Crash Bandicoot et Sweet Tooth de Twisted Metal, quand l'exclusivité console de Sony est signée avant de faire la publicité quelques années plus tard de la Dreamcast. Pour tous ceux qui ont levé un sourcil d'interrogation devant Rhona Mitra en se disant « Eh mais c'est pas la meuf d'Underworld 3 ?» Un petit point sur les modèles Lara Croft. Pour assurer la promotion du jeu, et ce même avant la sortie du premier, Eidos engageait des mannequins pour incarner Lara en chair et en os. Se sont ainsi succédés de 1996 à 2008 Natalie Cook, Rhona Mitra, Neil McAndrew, Lara Veller, Lucy Clarkson, Gilles de Jong, Karima Adébib et Alison Carroll. Et je vous vois venir avec vos « Oui, mais elle est où Vanessa Demouy parce que j'étais amoureux d'elle dans Classe Mannequin ?» Elle n'a jamais été officielle, mais s'est contentée de poser en tenue pour VSD et de dire qu'elle adorait l'incarner au cinéma. Mais revenons aux vrais modèles, leur rôle a bien évolué. Le débardeur cheap a vite été troqué contre un top en latex. Et les filles qui n'avaient pas le droit de parler au tout début, oui, comme Mickey à Disneyland, se sont émancipées petit à petit. En tout cas, ne les prenez pas pour des potiches, car elles étaient coachées par un entraîneur perso, un chorégraphe, un communicant, un cascadeur et recevaient des cours d'élocution mais aussi de maniement d'armes à feu. Certains d'entre vous se souviennent peut-être du single Lara Croft Getting Naked ainsi que des albums Come Alive et Female Icon de Rhona Mitra sortis en France et en Angleterre et produits par Dave Stewart de Eurythmics, que l'on aurait préféré oublier et que vous entendez en ce moment même. Je suis parfois un peu tristoun d'avoir quitté cette époque où les marketeux faisaient n'importe quoi d'un peu concon pour promouvoir les jeux et les consoles, notamment via la publicité. Heureusement, après une période plus calme et un peu plus classique, Crystal Dynamics et Xbox, pour la sortie de Rise of the Tomb Raider, ont sorti un nouveau single, I'll Show Rise de Karen O, enfermé des fans pendant 24 heures dans des conditions dingues pour leur survival billboard, et fait sauter dans le vide leur ambassadrice. Et oui, ambassadrice, car depuis le reboot de 2013, Crystal a fait appel à des cosplayeuses fans de la licence différentes selon le pays pour représenter Lara lors des salons, comme Tiffen et Manu. Ça m'a permis en fait de rencontrer énormément de gens, ça m'a permis de vaincre ma timidité. J'ai pu faire des expériences que j'aurais même pas imaginées. Voilà, donc ça m'a fait grandir. C'est vraiment une grosse responsabilité en fait d'avoir l'honneur de représenter Lara en fait pendant un salon. C'est assez difficile parce qu'on porte un petit peu le poids d'une icône sur les épaules. C'est assez compliqué, difficile d'être parfait pour tout le monde, de représenter la Lara que tout le monde aime en fait. Ça a été une super expérience. J'ai adoré cette expérience, c'était vraiment extraordinaire de pouvoir représenter la communauté cosplay Tomb Raider, étant donné que je suis fan quand même depuis presque 97, donc ça fait déjà 20 ans. C'est un modèle avant tout. Un modèle que ce soit sur le plan intellectuel, ses capacités physiques, ses connaissances, c'est avant tout un modèle dans la vie de tous les jours. Mais Lara, ça reste toujours la mère des héroïnes balèzes, je pense, dans le jeu vidéo. Mais revenons à notre égérie de pixels. Lara devient pour la sortie de Tomb Raider 3 la mascotte de Lucozade, une boisson énergisante pour sportifs. Les bouteilles pendant un temps porteront même l'étiquette Larazade. En France, on se rappelle surtout des pubs pour Seat qui avait fait grand bruit en 1999. Lara ne se contente pas d'enchaîner les couvertures de magazines, puisqu'elle est la star de 2 expos en Allemagne, que sont Lara Goes Art à Hambourg en octobre 97 et Lara Croftisme à Munich en 2000. Elle investit même le domaine de la haute couture, car Alexander McQueen, Jean Colonna et Gucci lui ont confectionné respectivement un smoking, une robe d'été et un bikini, de quoi être prête en toutes circonstances. Pour la sortie de l'Ange des Ténèbres, elle se prend un agent comme une vraie star chez Creative Artist Agency. Parmi les publicités un peu insolites, celle un peu kitschouille pour Visa de 2003 avec Sofia Vergara, intitulée All It Takes, mérite le détour. On peut également citer en vrac une publicité pour Nike sur MTV ou encore une pour la chaîne Sci-Fi. Elle enchaîne les titres, elle est élue par Details, femme la plus sexy de l'année devant J-Lo, Cameron Diaz et Denise Richards. Quant à Entertainment Weekly, le magazine la hisse dans sa hit list des 100 personnes les plus créatives dans le monde du divertissement, aux côtés de Madonna ou encore de Mike Myers. EW la classe 17e meilleur personnage des 20 dernières années et le Time en 2013 la compte parmi les 100 personnages les plus influents qui n'ont jamais existé avec Sherlock Holmes et Kirk. Elle est d'ailleurs la seule citée issue du monde du jeu vidéo. Toby Gard et Paul Douglas ont d'ailleurs gagné un BAFTA pour meilleure contribution à la création interactive pour leur travail. Si la France peut se targuer d'avoir une statue de Croft au musée Grévin, l'un des hommages les plus symboliques rendus à l'héroïne date de 2010,
quand la ville de Derby, suite à un sondage remporté à 89% des voix, se dote carrément d'une Lara Croft Way. Mais les produits dérivés et les pubs, c'est mignon 5 minutes. Lara a parcouru toute la planète et pourtant un voyage bien plus risqué que la cité perdue de l'Atlantide l'attend. Hollywood. L'idée d'adapter les aventures de Lara au cinéma surgit très tôt, dès 97 en fait. Petit retour sur le process, la proposition d'en faire un film d'animation n'a jamais été considérée. La franchise avait besoin d'un grand bond en avant. Pour ceux qui s'en rappellent, le plus grand succès à l'époque côté adaptation de jeux vidéo, c'était le Mortal Kombat 95. Sony, Paramount ou encore la Viacom envoient paître Core Design, encore traumatisé par la jurisprudence Mario. Jusqu'à ce qu'un homme bien, j'ai nommé Lawrence Gordon, grand amoureux de muscles saillants et de Marcel, car producteur entre autres de Predator et de Die Hard, s'intéresse au projet et le propose lui à la Paramount, qui accepte en mars 98. Simon West a refusé par 2 fois de porter la casquette de réalisateur avant d'accepter, car il considère que Lara Croft est l'une des seules héroïnes d'action-aventure depuis Ellen Ripley. Pour incarner l'actrice, les spéculations vont bon train et ce dès le début. Soyons francs, toutes les brunes de l'époque y sont passées. Sandra Bullock, Liz Hurley, Denise Richards, Demi Moore ou encore Jennifer Lopez. Comme vous le savez, c'est l'oscarisée Angelina Jolie qui sera choisie, qui voit Lara comme un mix entre Ripley et Crocodile Dundee, comme un animal sauvage un peu fou, pile ce qu'elle était à l'époque au final. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais la tenue de Christmas Jones, incarnée par Denise Richards donc, dans Le Monde ne suffit pas m'a toujours fait tiquer. Quelle ne fut pas ma surprise en apprenant que Lindy Hemming, la costumière, était également celle d'Angelina Jolie 2 ans plus tard pour Tomb Raider. Comme quoi. Bilan des courses, le film est l'adaptation ciné de jeux vidéo qui a le plus rapporté, suivi par Angry Birds et Prince of Persia. De plus, Tomb Raider est resté pendant très longtemps le plus gros succès avec une femme en tant qu'héroïne principale, dans un monde qui n'avait pas encore connu Rey, Jean, Katniss et Triss. Encore une fois, les partenariats pleuvent et l'image de Lara est cette fois-ci associée à Taco Bell, Pepsi, Sony, Land Rover ou encore Pimki en France. Une attraction nommée Tomb Raider The Ride a même ouvert en 2002 au Paramount Kings Island Theme Park, mais ne cherchez plus, il était remplacé en 2006. D'ailleurs, je ferme cette parenthèse ciné sur un détail que l'on peut apercevoir dans l'un de mes plaisirs coupables favoris, Spice World. En effet, on peut voir le premier jeu tourné dans l'un des écrans de télé du bus au moment où le Girls Band accueille 2 fans. Le petit écran n'est clairement pas en reste, mais citons en vrac les hommages à Croft dans Ally McBeal, How I Met Your Mother et Robot Chicken. Même si mon apparition préférée de Lara reste quand même la partie de Tomb Raider 3 de Tim, incarnée par Simon Pegg dans Spaced. Fantasme et féminisme. Et là, c'est le moment où vous me dites... Oui bon, t'es bien mignonne avec tes anecdotes, mais ta vidéo elle vaut pas mieux qu'un top 10, elle est où l'analyse, wesh? Eh bien votre patience va être récompensée. C'est le moment où je vais vous demander de réfléchir et de me donner votre avis, parce que ça m'intéresse, mais si vous me permettez, c'est moi qui vais commencer, parce que de toute façon vous avez pas le choix. Je vais vous épargner une thèse de 8 heures sur mais qui est Lara Croft? Une icône féministe ou un fantasme sur pattes? Si vous voulez en savoir plus sur ce que je pense du traitement des personnages féminins au cinéma, vous savez où aller. En fait, selon son créateur, Toby Gard, c'est aucun des deux et un peu des deux. Elle est coriace, indépendante, ne compte que sur elle-même, tout en étant gaulée comme un avion de chasse. Ian Livingstone rappelle que le jeu a d'abord été créé à l'attention du joueur mâle, souhaitant satisfaire sa 32 bits. Ce n'est qu'après que Core s'est rendu compte que les femmes aussi ont adopté Lara et composaient même 40% des joueurs de Tomb Raider. Comme je le disais un peu plus tôt, les développeurs de Core se disaient juste qu'utiliser un personnage féminin était une idée nouvelle, sans autre arrière-pensée. Eidos a commencé à vraiment user du côté sex symbole de la belle à partir du 2e opus en fait. L'une des catchphrases du premier étant « Sometimes, having a killer body isn't enough ». Et c'est là que le bas blesse, et qu'on se retrouve avec le phénomène que j'appellerais Dr Tomb Raider et Mrs Croft. On a in-game une héroïne hyper forte, athlétique, courageuse, indépendante, droite dans ses bottes, et de l'autre un éditeur qui prend un malin plaisir à lui faire prendre des poses lascives en bikini entre 2 renders avec un regard coquin. Ce même éditeur qui de l'autre côté est hyper à cheval sur son image pour la protéger au maximum, au point d'avoir mené une guerre contre le Nude Raider, c'est-à-dire les patchs ou autres photomontages afin de la voir dans son plus simple appareil. Donc oui, pour ceux qui auraient encore des doutes, le fameux code pour mettre Lara à poil n'a jamais existé. Eidos, qui va d'ailleurs virer Neil McAndrew, 3e modèle officiel après avoir posé nu dans Playboy au nom de Lara. Bon, elle portait uniquement des Rangers, quoi. Pour information, Core avait seulement 3 exigences vis-à-vis de la Paramount concernant l'adaptation ciné. Lara ne fume pas, ne jure pas et pas de nu frontal. Jeremy E. Smith a d'ailleurs eu un bon mot au sujet de Lara pour justifier son statut d'égérie de pixels. Elle n'a par définition rien fait de mal, donc elle ne risque pas de finir sur les plateaux TV et de dire « j'ai fait ça à 18 ans ». Elle ne ressemble plus tellement au personnage que Core connaissait. Toby Gard quitte la boîte après la sortie du premier jeu, après avoir gagné 50 000 livres en royalties en l'espace de 2 mois. Il a d'ailleurs déjà déclaré en interview à ce sujet. C'est agréable de voir que le personnage continue à avoir du succès. C'est même assez satisfaisant. Je ne trouverais pas ça très sain de tomber amoureux d'un personnage que j'ai créé, cela dit.
Ça fait un peu trop fiancé de Frankenstein à mon goût. D'ailleurs, dans le reboot de 2013, Crystal Dynamics a pris comme décision de désexualiser le personnage, ce qui amenait les fans et le grand public en général à se demander si cela constituait une caractéristique essentielle de Lara ou pas. Croft a eu un impact considérable à différentes échelles sur bien des personnes. Quel meilleur lieu que des vestiges antiques pour parler de la plus célèbre des archéologues. Je suis ici sur les anciens théâtres gallo-romains de la ville de Lyon, construits au XIe siècle de notre ère. Je suis archéologue, mais c'est pas grâce à Lara Croft que j'ai voulu faire ce métier. C'est une passion que j'avais déjà bien avant 1996. Évidemment, Tomb Raider et Lara Croft ont eu un impact dans ma vie. Aujourd'hui et plus que jamais, Lara est l'icône féminine du jeu vidéo, incontournable. Elle fait partie de notre quotidien, elle fait partie de nous, et pour toujours, en fait, j'ai envie de dire. Moi, j'avais déjà un amour profond pour les antiquités parce que mes parents sont antiquaires. Et du coup, j'ai forcément une affection propre pour tout ce domaine-là. Et puis, forcément, quand j'ai rencontré le personnage de Lara Croft dans Tomb Raider, quand j'étais ado, donc quand tu joues au premier jeu vidéo, etc., et tu vois le manoir des Croft, tu vois toutes les antiquités, et tu te dis waouh, cet univers qui est quand même un peu spécial de base, il est accessible. Après, quand tu joues aux jeux vidéo et que tu connais un petit peu les trucs, t'as certaines réactions, on va dire, qui sont non, détruis pas ça, s'il te plaît, fais pas ça. Ça fait un peu mal. Mais sinon, elle incarne vraiment bien le personnage aventurière. Une héroïne démodée? Le fait que l'on parle encore maintenant de Lara, que l'on fête son anniversaire en grande pompe, répond déjà un peu à la question, vous ne trouvez pas? Deux temps forts ont rimé 2016. Un concert Tomb Raider a eu lieu à Londres le 18 décembre pour la toute première fois en compagnie de Nathan McCree, compositeur de génie des 3 premiers jeux, et présenté par Shelley Blonde, la première voix de Lara. L'autre événement marquant est le record inscrit au Guinness Book du plus grand rassemblement de Lara Croft, avec 270 brunettes réunies au Paris Games Week. Cette célébration a eu l'excellente idée de saluer la diversité de Lara, peu importe le jeu, le développeur ou même le look. Ce n'est évidemment pas la première incursion de Croft dans le guide, loin de là, puisqu'elle y est déjà inscrite dans l'édition 2010, entre autres en tant qu'héroïne de jeux vidéo la plus connue, la plus reconnaissable ou encore celle qui a le plus d'incarnations de chair. Quant à la communauté de fans, elle n'a jamais été aussi active ni aussi heureuse de se retrouver autour de telles occasions, ce qui est aussi un signe de bonne santé de la licence. Mine de rien, même si elle n'est évidemment pas responsable directement de l'existence de tous les personnages féminins dans les jeux vidéo depuis 96, son existence et sa présence dans la conscience collective et dans la pop culture ont quand même eu un fort impact. Elle a carrément un phénomène à son nom, Lara Phenomenon, qui désigne l'apparition d'un personnage féminin à la fois coriace et compétente dans une position dominante. De là à dire que sans Lara, nous n'aurions peut-être pas connu Jade, Face ou encore Ellie, il n'y a qu'un pas. J'ai voulu demander à Megan Marie, community manager de Crystal Dynamics et auteur du livre sur les 20 ans Tomb Raider, comment elle voyait l'avenir de notre héroïne. So I think the future of Lara Croft and Tomb Raider is very bright. If you look at the late 90s, we had a new comic series, we had movies coming out, the games were on top, and 20 years later, you know, in 2016, Tomb Raider is still doing incredibly well. There are new movies coming out. Dark Horse brought the comics back. The games are doing really well with this fresh reboot. And it just feels like Lara is on top of the world again, and that's super exciting. And yes, we absolutely still need Lara Croft. Lara Croft is the original, you know, strong female protagonist, and now she's also this incredibly nuanced female protagonist and vulnerable female protagonist, and it's really amazing to see her grow and even more people identify with her. So, it's lovely. Et c'est sur cette jolie note pleine d'espoir pour l'avenir que je vous laisse, en attendant la sortie du prochain jeu et du prochain film qui nous surprendra peut-être agréablement, qui sait. Je vous laisse, j'ai un majordome à sortir de la chambre froide.
Vous êtes toujours là ?